Ariane Bois, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être dans le 10-11 de Radio J ce matin pour votre nouveau livre « Éteindre le soleil ». Un récit paru chez Plomb avec une photo, je sais pas, j'essaye de la montrer, on voit pas trop bien, très emblématique. Mon père nous prévint un jour, la chasse aux veufs est ouverte. Est-ce que c'est comme ça que tout a commencé? Oui, tout a commencé par le veuvage de mon père qui a été amoureux de ma mère pendant de si longues années et dont la mort l'a rendu absolument brisé. Et puis un jour, des femmes sont rentrées dans sa vie, en sont sorties rapidement, et puis une est restée. Et pour moi, une autre histoire a commencé. Alors cette histoire, vous la racontez très bien. On va pas tout détailler parce que ça serait dommage. Il faut lire ce récit. Moi, j'ai adoré, comme d'habitude, bien sûr, c'est pas la première fois que vous venez avec moi sur Radio J, mais j'ai adoré votre écriture, votre côté descriptif, et quand vous parlez de votre père avec le genre d'homme qu'il a été, son côté montant, je vous promets, Ariane, je le connaissais pas, je le voyais. C'est vrai que assez incroyable. C'était un personnage de roman. Mon père, il était médecin au service des autres. Il travaillait aussi à Médecins du Monde. Il vient d'une famille de Juste, du Chambon-sur-Lignon. Donc oui. Toute une filiation protestante extrêmement importante. C'était un humanitaire, un homme solaire, engagé, généreux. Chez nous, par exemple, le dimanche, on recevait des SDF à déjeuner. C'est incroyable. J'ai jamais entendu ça. Et donc, j'ai été élevée comme ça, à partager le poulet et la purée maison avec chaque fois des SDF qui repartaient avec un peu d'alcool, une part de gâteau. Et pour nous, les enfants, ça nous paraissait tout à fait normal. C'était un homme issu de 68 qui, sur les barricades, soignait les blessés. C'était un passionné des voyages de Guyane et d'Haïti, d'où il rapportait des flèches, des arcs, et puis surtout un modèle d'homme engagé, ouvert vers les autres et extrêmement généreux. Il vous faisait rêver? Bien sûr, pour une petite fille, c'est irrésistible. C'est vraiment mon père, ce héros. Et puis, je le trouvais extrêmement beau, je le trouvais magnifique. Il voyageait et quand il rentrait, eh bien, c'était la fête. Mon père, ça a été... vous savez, les pères, c'est le premier regard que quelqu'un pose sur vous, un regard masculin. Et je crois que ça détermine peut-être toute votre vie, en tout cas votre vie amoureuse. En tous les cas, ça a aussi déterminé votre vie en général et celle de vos enfants, parce que il donnait beaucoup. Il a beaucoup donné en tant que grand-père aussi. Oui, c'était un grand-père très attentionné, un grand-père qui aimait façonner le bois. Alors, il s'appelait Bois et vraiment, ce bois a été une espèce de monnaie d'échange entre nous, une monnaie d'amour. Et il nous façonnait des objets, il coupait le bois et il le sculptait. Et mes enfants gardent un très grand souvenir, un souvenir très émouvant de leur grand-père. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai en partie écrit ce livre. C'était pour montrer qui il était et pour montrer finalement une emprise sur un homme sur lequel normalement rien ne devrait avoir de prise. Bien sûr. Alors c'est un homme qui a été leader, on peut dire, toute sa vie, qui maîtrisait sa vie, qui allait vers les autres, qui donnait beaucoup. Et puis... à un moment ou à un autre, il est tombé sous l'emprise de cette femme et malgré vos efforts surhumains, on peut dire presque, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché et elle vous a haï au premier regard, mais elle a aussi absolument haï votre famille et tout ce que vos enfants et tout ce que vous représentiez, mais lui n'a pas eu vraiment la force de lutter. Alors, pour en savoir plus, il faut vraiment lire le livre. J'ai pas envie d'aller trop loin, mais c'est quand même important de dire que c'est de cette emprise qu'il s'agit. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que l'emprise, ça n'a rien à voir avec la rivalité, avec la compétition, avec la jalousie féminine. C'est vraiment un besoin de posséder l'autre, de le manipuler, de le priver de ses proches, de ses amis, d'être la seule. Finalement, dans une emprise, on est volé à soi-même et on est volé à soi. C'est un
et aux autres. C'est un procédé psychologique qui s'appuie sur une vulnérabilité, une fragilité, et on met beaucoup de temps, nous, l'entourage, à s'en apercevoir parce qu'on est dans la sidération, on est dans le déni, on se dit c'est peut-être moi qui en fait ai un problème. Qu'est-ce que je suis pas gentille, j'avais peur d'être vue comme la fille jalouse, et puis vous comprenez pas que ça puisse se passer entre adultes, c'est-à-dire que voilà, je n'étais plus une enfant, elle était déjà une dame âgée, et elle a commencé à utiliser de la violence morale, de la violence physique, les petites phrases, le travail de sape, le dénigrement. Et puis finalement, quand mon père est tombé malade, le piège s'est refermé. L'emprise, c'est comme un système de nœuds où on tire et tous les nœuds se referment sur vous et vous êtes complètement étouffé. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce que j'ai voulu raconter, pas pour accuser, pas pour régler des comptes, mais vraiment pour informer, pour témoigner, et puis m'interroger. Comment est-ce possible? Pourquoi on en parle si peu alors que ça existe? Ça existe même souvent, mais parfois on a honte d'en parler parce que la famille, c'est un mythe, c'est secret, et on raconte pas forcément ce genre de choses. Et moi, je me suis dit, vous êtes révélé à travers ce livre, à vous-même, mais à nous aussi, et quelque part, vous nous tendez la main et vous nous aidez. J'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de mon frère dans des livres précédents, et mon père était toujours là en filigrane de mes romans, mais il n'apparaissait pas. Je voulais à la fois lui rendre hommage et puis, en effet, m'interroger. Les hommes n'osent pas en parler. Ça, on est quand même dans le sexe fort. Comment voulez-vous qu'ils disent « je suis tombé sous la coupe d'une femme » ? C'est absolument impossible. Donc ils souffrent en silence. Certains ont quand même le courage et la force de s'en aller. Mon père était un homme qui avait beaucoup souffert. Et puis qui avait beaucoup souffert, il avait perdu son fils, mon frère, il avait perdu sa femme, et donc quand il est tombé malade, il n'a plus pu se sortir de ce piège, et moi j'ai dû me contenter des miettes, et finalement elle m'a volé les dernières années de mon père. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire le livre, en sachant que je suis très heureuse, je suis une des premières à vous recevoir, que le livre vient de sortir, donc je le rappelle, Ariane Bois, Éteindre le soleil chez Plomb. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous de l'écrire? Est-ce que ça vous a soulagé? Est-ce que vous en avez parlé à un ou une psy? Parce que c'est de cet ordre-là aussi, pour se soulager de cette emprise si rude que vous avez tous vécu finalement. Bien sûr, je pense que l'emprise, c'est une mort psychique, donc on a tous été éclaboussés. Je me suis sentie complètement impuissante. Moi, mon but, c'était de continuer à voir mon père, coûte que coûte, donc j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Il y a eu de la violence physique à mon égard, ce qui est quand même incroyable. Et une amie, par exemple, avocate, m'a dit « mais tu n'as pas déposé plainte, mais tu n'as pas mis une main courante », et je n'y ai jamais pensé. Pourquoi ? Parce que vous intégrez cette normalité, et vous avez l'impression que finalement vous êtes coupable et vous êtes responsable. Donc oui, il faut en parler à autrui, oui, il faut en parler à un psy. Moi, ce livre, mes enfants étaient encore petits quand c'est arrivé, et donc je voulais leur restituer cette histoire. Pas l'aîné, il était avec vous quand même. Exactement, l'aîné était avec moi et il en a beaucoup souffert, mais certains, ma fille avait 6 ans par exemple, donc beaucoup de choses lui échappaient, et finalement je voulais leur donner des clés pour comprendre ce qui s'était passé, et puis aussi faire œuvre utile, parce que depuis que ce livre est sorti, je reçois un nombre de témoignages de femmes qui me disent moi j'ai souffert de l'emprise dans ma famille, moi au travail, moi en amour. Finalement l'emprise, ça concerne presque chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai. Alors, justement, donc les témoignages viennent de partout, mais pour vous, ça vous a soulagé de l'écrire? C'est ça que je voulais savoir. Alors, je crois pas que l'écriture soit thérapeutique, mais je l'ai commencé. Ah, ça peut l'être. Et c'est pas un hasard. Le premier jour du premier confinement, j'ai pensé à un enfermement. On était tous plus ou moins enfermés, bien entendu. Et j'ai pensé à cet autre enfermement qu'avait vécu mon père, un enfermement psychique, mortifère, qui l'a privé de ses proches, de ses frères, de ses amis. Finalement, il est mort presque seul. Et vous étiez quand même pas loin. Et je n'étais pas loin. Vous n'étiez pas loin, pardon. Mais ce lien n'a jamais été coupé complètement. Finalement, elle nous a volé des choses, mais elle ne vole pas le livre. Finalement, ce qui reste dans le livre, c'est ma relation avec mon père. Elle est toujours vivante ?
Je n'ai aucune information à ce vous sujet. Vous ne savez pas, d'accord. Non, ce serait intéressant de savoir... Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas avoir d'informations face à ce qui s'est passé, bien sûr, parce que vous en parlez un petit peu de ce qu'elle est devenue à la fin. Il y a quelques lignes que je vais pas dévoiler, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. En fait, dès le départ, elle n'a jamais été une seconde grand-mère pour vos enfants. Non, pas du tout. Je crois qu'elle ne voulait pas de ce rôle et c'est tout à fait, en même temps, acceptable et entendable, mais elle s'est placée dès la première conversation dans un registre de rivalité, dans un registre de compétition, en me voyant comme l'ennemi, comme la personne à abattre. C'est des gens finalement qui ont un narcissisme tellement important, un ego tellement incroyable qu'elles veulent la personne pour elles toutes seules. Mon père avait déjà 60 ans, il avait évidemment des valises, un bagage, Bien et sûr. Elle ne voulait pas de ça, et donc elle a vraiment cherché, après la phase de séduction, de lune de miel, à le déstabiliser et à l'isoler. Finalement, c'est une volonté de démolir l'autre pour ce qu'il a et pour ce qu'il est. Et c'est ça ce qui est terrible dans l'emprise. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça a marché sur un homme comme votre père, qui semblait avoir une personnalité très affirmée. C'est le grand mystère. C'est le grand mystère, Lise. Je me pose toujours la question. Je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. Ils se sont retrouvés sur la base du protestantisme, sur la base de la même ville dont ils étaient issus, de l'enfance, de la jeunesse. Mais oui, je crois que elle a su exploiter des failles dans lui. Elle a vu ce que peut-être nous n'avons pas vu. Et en tout cas, elle a tissé sa toile, une toile qui a failli tous nous dévorer. Mais oui, aujourd'hui, vous en parlez en famille avec vos enfants? Comment ça se passe? On commence grâce à ce livre, grâce au récit. J'ai eu, ma fille l'a lu ce week-end et m'est tombée dans les bras en pleurant. Mon fils m'a dit que c'était c'est terrible, ça. Mon livre qui était sans doute le plus abouti et qu'il avait aussi pleuré à chaudes larmes. L'idée, c'est vraiment de commencer un débat exactement en famille et puis d'en parler à l'extérieur parce que maintenant, la situation a changé. Il y a un numéro d'appel, il y a un arsenal juridique, il y a des associations qui peuvent aider les victimes de l'emprise, que ce soit au travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit en amour. Et donc, si je peux faire œuvre utile, eh bien, j'en suis très heureuse. Alors, j'ai l'impression aussi que chez elle, il y avait une forme de démence. Oui, qui s'est progressivement révélée, en fait. C'est-à-dire, c'est pas sellement de l'emprise au début, c'est que quelque part, elle déraillait, quoi. D'ailleurs, le mot de délire est prononcé. Oui, des bouffées délirantes, puisqu'on a eu des coups de fil en plein milieu de la nuit pour m'insulter, parce qu'on a eu donc cette attaque physique qui quand même est étrange de la part d'une femme d'un certain âge, parce que on a eu ces phrases agressives. Elle déchirait les dessins de mes enfants, par exemple. Voilà, un exemple parmi d'autres. Elle a déchiré dessins que les enfants avaient donnés ou... Oui, à mon père. Oui. Et puis, il y a cet exemple épouvantable de photos qui ont disparu et qui ont été découpées. C'est un profil de femme très particulier. C'est des femmes qui sont sans empathie, sans affect, extrêmement égoïstes. Ça tombe pas sur n'importe quel homme, mais c'est pas non plus n'importe quelle femme. Mais bien sûr, bien sûr. Mais moi, je crois qu'il y a aussi de la démence là-dedans. Ça ne les excuse pas, mais il faut avoir un certain profil pour oser faire tout ça, de toute façon. Oui, et puis en toute impunité, parce que finalement, c'est votre parole contre la sienne. Mais finalement, vous n'avez aucune preuve. Finalement, on vous dit, oui, mais c'est normal de pas aimer sa belle-mère ou d'avoir une mauvaise relation. Les contes de fées sont pleins de marâtres, depuis Cendrillon et Blanche-Neige. Mais en fait, c'est pas normal. C'est quelque chose qui est vraiment un procédé de mort psychique, d'appropriation de l'autre. Et c'est très difficile de s'en apercevoir quand on est dans ce piège. Et vous décrivez au début du livre votre première rencontre avec Edith. Édifiante. Édifiante, oui. Edith, édifiante, tout à fait. Et d'emblée, ça a été compliqué. Oui, elle m'a regardée, elle ne m'a pas parlé. Et puis à la fin du repas, elle s'est penchée vers moi et elle m'a dit triomphante, « Tu sais, je connais ton père depuis bien plus longtemps que toi. » Et tout d'un coup, j'ai compris qu'on allait se mettre comme ça en position de compétition, de rivalité, et que
finalement, la guerre était déclarée. Oui. C'est terrible, hein. Et vous en avez eu conscience tout de suite. J'ai eu l'intuition que quelque chose de pas normal se passait, que y avait quelque chose de flou, de pervers, de malsain. Et puis, je me suis dit, non, n'y pense pas, essaye de jouer le jeu, essaye d'être... Ton père a l'air heureux, c'est l'important, le reste ne compte pas. Et puis finalement, je me suis aperçue que ces simples mots, cette première rencontre, allait représenter tout ce qui serait plus tard en devenir. Donc c'est pour ça qu'elle figure en première scène dans mon livre. Alors, elle n'a jamais épousé votre père? Non, Dieu merci, ça a été quelque chose qui nous a été épargné, ce qui a été beaucoup plus facile au décès de mon père, mais ça aurait pu avoir lieu. Et dans ces cas-là, c'est extrêmement difficile parce que aux questions de pouvoir se mêlent alors des questions d'argent. Ben oui. Et alors, justement, quand votre père est décédé, malgré le fait qu'elle n'était pas sa femme officiellement, vous n'avez pas pu récupérer des affaires à lui, des choses qui lui appartenaient comme vous l'auriez souhaité. Il a fallu faire une lettre d'avocat, il a fallu demander, supplier et puis finalement passer par une voie juridique pour récupérer 3-4 objets, 3-4 bibelots que j'ai pu offrir à mes enfants. Oui, la porte était fermée et tout de la mort jusqu'à l'enterrement a été quelque chose d'extrêmement sordide. Bien sûr. Et je crois que vous souhaitiez une prière juive aux obsèques de votre père. Oui, bien sûr. Et ça aussi, ça a été compliqué. Très compliqué parce que elle ne supportait pas le judaïsme. Elle avait un protestantisme très différent de mon père, qui était extrêmement sectaire. Elle était antisémite? Elle était en tout cas totalement opposée à Israël, qu'elle ne connaissait pas, et elle véhiculait des clichés les plus éculés sur la question. Donc c'était un sujet qu'on évitait, mais évidemment, je voulais que mes enfants qui sont juifs disent le Kaddish pour leur grand-père. Et il a fallu aussi se battre là-dessus. Les bar mitzvahs ont été extrêmement difficiles et mouvementés. Je le raconte dans le livre. Je crois que quand on a une méchanceté en soi, eh bien, on a une méchanceté envers tout, et donc la religion en faisait évidemment partie. Ariane Bois, Éteindre le soleil, on comprend de quel soleil il s'agissait. Un récit paru chez Plon, à découvrir absolument, à lire, à faire passer, à offrir et à s'offrir, parce que c'est un sujet très passionnant et qui, malheureusement pour vous, a fait partie de votre quotidien pendant un temps. Maintenant, il est écrit, cette expérience est écrite et elle va, je pense, aider beaucoup d'autres personnes, ce dont on vous remercie. Merci à vous, Lise. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Oui.